Bonjour et bienvenue au webcast dédié à la virtualisation. Aujourd'hui, nous avons Frédéric Tessier, consultant solutions spécialisé serveur et stockage chez Dell. Bonjour. Bonjour, merci. Donc on parle de virtualisation aujourd'hui. Alors la virtualisation, on en parle depuis déjà 3 ans, donc Oui. on va pas revenir sur les fondamentaux, peut-être un petit peu. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que c'était réservé aux grands comptes. On en parlait beaucoup dans les grandes entreprises. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que les PME s'y sont mis? Mais heureusement que les PME se sont mises à la virtualisation. Quel a été le phénomène? C'est simple. Les grands comptes, d'une manière générale, avec toutes les technos qui sortent depuis X années, c'est les premières qui achètent ces solutions, qui les mettent en production et qui en gros font parfois le rôle de bêta-testeur, mais en tout cas qui permettent de réduire les coûts de ces solutions. Donc tous ces grands comptes qui ont virtualisé depuis X années ont permis de réduire les coûts et de rendre accessibles ces solutions de virtualisation à toutes les PME. D'accord, mais c'est pas trop compliqué pour une PME. Souvent, elles peuvent avoir un peu peur de toutes ces technos. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur des grosses infrastructures. Est-ce qu'elles se sentent pas un petit peu exclues? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Ce besoin de virtualisation, je dirais qu'il est, au-delà d'être une tendance et que c'est à la mode, c'est quelque chose qui fonctionne, qui a énormément d'avantages, qui permet donc de sécuriser les données, de donner de la haute disponibilité, et on en parlera après dans plus la structure, et d'alléger toute la structure informatique. D'accord. Et est-ce que c'est pas trop coûteux? Parce que c'est vrai que souvent, une technologie qui vient d'un grand compte arrive chez la PME, ça peut aussi être un frein. Se dire non, c'est pas pour moi, c'est trop cher. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? C'est toujours grâce à ces nouvelles technologies que le coût de la mise en place de la virtualisation pour les PME a été énormément réduit. On prend l'exemple d'un grand compte qui, pendant des années, a utilisé donc des solutions de consolidation de données sur des SAN fibres, très coûteux, des cartes fibres, des switches fibres, des baies en fibre. Et le mot fibre et le mot SAN a fait peur. Pendant des années, c'était le cas. Il y a une techno qui est arrivée, qui est toute simple, qui s'appelle le ISCSI. Et cette techno, ça a révolutionné et ça a changé complètement la donne au niveau des coûts. Dell a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Equalogic, qui est maintenant Dell Equalogic, et qui est donc l'AB en SAN ISCSI. Donc c'est un SAN en ISCSI. Nous avons des produits aussi dans la gamme PowerVolt qui sont de type MD3 MIDI. Donc le I signifie ISCSI. Et la technologie en elle-même a permis de réduire tous ces coûts. On ne parle plus de carte fibre, on ne parle plus de switch fibre, on parle de carte réseau, gigabit, classique, la même que vous pouvez retrouver dans votre ordinateur portable ou dans votre poste fixe, une carte gigabit tout simplement, des switches gigabit optimisés ISCSI et une BSAN. D'accord. Mais ça, c'est surtout la partie stockage, mais la partie virtualisation a été souvent réputée aussi pour cher. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont vraiment abordables pour les PME? Oui. On fera un petit peu, si vous voulez, le détail de à quoi correspond le coût et où sont les coûts dans la technologie de virtualisation. Mais quand on parle des socles de virtualisation, donc des serveurs, ça joue le rôle que de moteur. C'est simplement du processeur, de la mémoire. Les coûts ont énormément baissé. La quantité de mémoire pour la virtualisation, elle n'est pas gigantesque non plus. Tout dépend du nombre de machines. Mais ça reste très faible. Une barrette mémoire, ça ne coûte plus rien maintenant. On a des emplacements dans les serveurs qui permettent d'en mettre 12 d'emplacements, tout ce que vous voulez. Donc du coup, tous ces coûts ont diminué. Donc sur la partie socle de virtualisation, la partie switch et la partie licence aussi. Il faut savoir à titre d'information que dans le licensing de la virtualisation, Microsoft a allégé complètement le coût des licences dans la virtualisation. D'accord. Donc finalement, aujourd'hui, c'est vraiment abordable. Oui. La réponse est là. Oui, vous voulez dire? Oui, sur la partie licence, alors je ne sais pas si vous voulez traiter ça après, mais sur la partie licence, jusqu'à maintenant, quand vous êtes en physique, le coût d'une licence Microsoft, c'est par machine, par serveur physique, que ce soit en OEM ou en Open. Quand vous êtes en virtualisation, que ce soit sous Xen, que ce soit sur Hyper-V, que ce soit sous VMware, en prenant une licence Windows Enterprise, vous avez le droit à 4 machines virtuelles.
D'accord. En prenant une licence data center, vous êtes illimité en termes de VM. Vous pouvez faire autant de serveurs que vous voulez, sans acheter de licence derrière, avec simplement des licences data center. D'accord. Et ça, c'est la partie Microsoft, mais c'est pas forcément vrai chez les deux autres, que vous supportez aussi. Parce que ce mode de licensing, il est également le même, c'est-à-dire que si vous virtualisez des serveurs Windows sur une plateforme VMware, Xen ou Hyper-V, vous profitez de ce même mode de licensing Microsoft. D'accord, mais il faut bien acheter les licences VMware et Xen. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a quand même ce coût de licence. Est-ce qu'on peut résumer cette partie, c'est-à-dire que le coût est vraiment plus un problème? Je vais vous donner un exemple, clairement. Une BISCSI, une baie SAN, donc avec tous les avantages que ça offre sur la haute disponibilité de la baie, on est aux alentours des 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros, donc c'est quelque chose qui a énormément diminué. On était sur des prix auparavant dans les 100 000 euros. On a fait donc divisé par 5 le coût de ces baies. Ce que j'appelle le rôle après de serveur qui nous joue le rôle que de moteur, on est sur un chiffrage qui va être aux alentours à peu près des 5 000 euros. Tout dépend de la du nombre de mémoire qu'il y a dedans. La nouvelle technologie Intel qui vient de sortir, donc elle est sortie la semaine dernière, avec les nouveaux processeurs en 6 cœurs aussi, permet de multiplier le nombre de processeurs. Donc on arrive sur une machine à 5 000 euros, on en met deux généralement pour assurer la redondance. On est sur une baie qui fait 20 000 euros, des switches qui sont à peu près dans les inférieurs à 1 000 euros, et la partie licence. Donc la partie licence, tout dépend en fonction du Xen, en fonction de VMware et en fonction de Hyper-V. Ils ont tous déjà un mode au minimal pour fonctionner qui est gratuit. Que ce soit en Xen, en Hyper-V ou en ESX, il y a un mode de licence gratuit. Donc on peut déjà mettre en place cette solution gratuitement sur la partie licence de socle. Et la partie matérielle, donc on est à 10 000, on est à 35 000 euros à peu près. Et tout ça avec bien évidemment une garantie de 3 ans et un support qui se fait dans les 4 heures. D'accord, très bien. Et alors, une fois qu'on a prouvé que c'était vraiment pour les PME, qu'elles n'allaient pas se sentir dépassées par cette techno, qu'est-ce qu'elles en font de cette virtualisation en fait? Mais on arrive là dans les fonctionnalités. Et qu'est-ce que ça permet la virtualisation? Comme je vous l'ai dit au début, on crée facilement de la haute disponibilité. Il y a des technos donc, qui sont mises en place. On peut citer celle du vMotion chez VMware, mais aussi donc, du cluster Microsoft qui est intégré dans l'Hyper-V, qui permet, dans le cas où un serveur s'arrête, de déplacer les machines d'un serveur physique à un autre. Okay. Il faut imaginer qu'on a une souplesse de se dire un serveur s'arrête, ma production continue à fonctionner. Je dois arrêter un serveur pour faire de la maintenance dessus, pour mettre en place peut-être de la nouvelle mémoire, changer un composant dedans. Je peux déplacer mes machines virtuelles d'un serveur physique à un autre. Et du coup, on garde cette productivité. Après, l'autre point, c'est en termes de management. On a une console qui centralise l'intégralité des machines virtuelles. D'accord? Donc, en termes de coût, avec une seule console, on peut tout gérer. En termes d'image, c'est la même chose. On a un OS qui permet d'être provisionné au serveur. Donc, on crée un nouveau serveur en quelques secondes. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment ce que vous observez sur le terrain. Les PME utilisent la virtualisation pour consolider leur serveur et donc assurer de la disponibilité et une simplicité de la C'est vraiment la majorité ou... Oui, on est clairement là-dedans. Mais le but dans tout ça, il n'est pas d'être à la mode, il est clairement de réduire les coûts et d'obtenir des solutions qui offrent donc plus de performance parce qu'on consolide sur une baie de disque. On consolide les serveurs aussi, donc on prend moins d'espace. Un autre argument qui me vient, je suis désolé, c'est pas... quand on prend le coût d'une garantie, vous l'avez sur 15 serveurs. Vous allez payer 15 fois votre garantie pour les 15 serveurs. Si vous réduisez ce nombre de 15 serveurs à simplement 2 serveurs, vous prenez que 2 garanties. Et tous les composants que vous avez achetés à droite et à gauche, vous n'avez plus à les acheter pour les 15 machines. C'est simplement sur 2 machines. Donc les coûts sont diminués. Le but principal, c'est de réduire les coûts.
D'accord. Et j'ai envie de revenir un petit peu sur la partie stockage, c'est-à-dire que souvent on lie les serveurs virtuels au stockage. Est-ce que l'entreprise qui a déjà quelque chose de mis en place peut réutiliser son stockage, ou est-ce qu'il faut un stockage particulier pour fonctionner avec la virtualisation? Alors, c'est pareil. On va imaginer un client qui a renouvelé son parc il y a 1 an. On ne va jamais lui proposer de virtualiser. Les machines ne sont pas encore amorties, etc. Lorsqu'on a un parc qui est hétérogène, avec des garanties différentes, un parc avec des serveurs récents et des serveurs plus anciens, c'est à ce moment-là qu'il faut profiter de mettre un premier pas dans la virtualisation. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas racheter un nouveau serveur physique, alors que toute la tendance et tout l'intérêt est à la virtualisation et que sa mise en place est très simple. Donc on va déjà mettre un premier socle. On peut avoir la volumétrie en interne dans ce serveur. On n'est pas obligé d'acquérir une solution de SAN. Donc on se limite à un serveur qui fait 5000 € et on peut commencer à virtualiser dessus et à faire de la production dessus. L'intérêt d'un SAN derrière, d'une baie de disque et de consolider les données, ça va permettre de nouvelles fonctionnalités et plus de sécurité aussi. Pour tout ce qui est technologie de haute disponibilité, on est obligé au minimum d'avoir 2 socles de virtualisation et d'avoir une baie de disque. Il faut un moment que la machine, donc virtuelle, qui est composée d'un OS et des données, soit stockée à un endroit accessible à 2 moteurs, à 2 serveurs physiques. Et il n'y a qu'une baie de disque qui peut permettre ça. D'où la nécessité d'avoir un SAN dans ce cas-là. D'accord. Et est-ce que, parce qu'on parlait tout à l'heure d'iSCSI, enfin ICSI, les technos de virtualisation qui existent en version gratuite, est-ce que quand on fait pour la PME, on n'a pas un peu l'impression de prendre des technos un peu moindres? C'est un peu toujours le débat, c'est-à-dire que est-ce que la PME se sent pas lésée parce que... Non. Les technos... Parce qu'elle ne serait pas comme un grand compte, quoi. Alors, c'est pareil, ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit au début. Les grands comptes ont donné la tendance et ont permis de réduire ces coûts. Il n'y a pas de solution plus basse ou... Je parle en termes de qualité ou de performance ou tout comme ça, pas en termes de coût. Il faut savoir par exemple que la différence entre du iSCSI et du FC, elle joue un rôle dans un seul cas, c'est sur du streaming vidéo, sur une gestion de flux de données. Après, le ISCSI suffit, on va dire, à 90% des PME. Et cette technologie permet justement de réduire ses coûts. Les solutions qui peuvent être gratuites au départ sont une étape. On ne va pas s'amuser à acheter tout le matériel alors qu'on ne va pas l'utiliser à 100%. Et c'est toujours dans cette idée de fonctionner par étapes. Quand on parle de renouvellement de serveurs, plutôt que de racheter un serveur physique, on commence à virtualiser. Ça permet de monter la solution aussi en performance. On va commencer avec un seul socle SX, avec peut-être une petite volumétrie dans un SAN, et au fur et à mesure, augmenter la volumétrie dans le SAN. On n'est pas obligé. Les sociétés ne sont pas capables de dire, ben voilà, dans 5 ans, mes données vont être de telle quantité. Et heureusement qu'on ne peut pas faire ça. Donc, on est obligé d'acquérir une solution qui soit complètement flexible. Et pour ça, on l'a cité, on propose donc des produits écologiques et des solutions EMC. Et la technologie est complètement différente dans la structure de la solution. On peut avoir plus sur EMC une solution où on est obligé d'anticiper ce qu'on va mettre et sur X années. Alors que sur les solutions écologiques, vous achetez une volumétrie à un instant T et quand vous en avez besoin de plus, vous rachetez effectivement une autre volumétrie. Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'imaginer à 5 ans ce que ça va être. Donc ça permet toute cette souplesse au fur et à mesure et à la demande, j'augmente ma volumétrie. D'accord. Et est-ce que quand on veut mettre en place donc son projet de virtualisation, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Est-ce que quand vous allez voir les PME, vous commencez par une série d'étapes nécessaires? Bien sûr. Donc il y a 2 modes. On va dire qu'il y a un mode qui permet de tout prendre en charge. C'est-à-dire on vient, comme la plupart des sociétés, il y a un audit qui est réalisé, on rend un rapport d'audit, etc. C'est très bien. C'est très bien, sauf que certaines PME ne peuvent pas, ne serait-ce que se payer cet audit ou faire ça. Donc c'est tout simplement de la collecte d'informations qu'on réalise
avec donc le service que nous avons en ligne, donc soit le DSI, soit le RI qu'on peut trouver en face, et on fait un listing du parc informatique, serveur. On voit la quantité de mémoire utilisée dessus, la quantité de mémoire installée et la quantité de mémoire utilisée, qui sont deux choses complètement différentes. Beaucoup de sociétés, et c'est là où il y a un intérêt à la virtualisation, ont des serveurs à 4, 8, 16 gigas de RAM, et au final, quand on regarde ce qui est utilisé, il y a des fois même pas la moitié qui est utilisée. Et là, on va faire une économie aussi, parce que en virtuel, on va mettre la bonne mémoire dont le serveur a besoin pour fonctionner. Donc la première étape, ça va être, je fais une analyse de ce que j'ai, et en fonction de la quantité de mémoire, je size ma solution, et le nombre de disques derrière. Parce que le nombre de disques va permettre de mesurer la performance ou pas. Ce n'est pas la quantité de données qui est importante, mais le nombre de disques. C'est le rappel des axes lecture et écriture, tout simplement. D'accord. Donc ça reste globalement un projet techno. C'est-à-dire on détermine quelle est la meilleure technologie à utiliser en fonction des ressources, de ce dont on a besoin et des données. D'accord. Et l'entreprise, le PME, alors qu'est-ce qu'elle fait? Il y a peut-être d'autres choses qu'elle peut faire avec la virtualisation. Donc, par exemple, les plans de reprise d'activité. Jusque-là, c'était difficile d'accès pour tout le monde. La virtualisation a changé la donne. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce domaine? C'est simple, c'est tout ce qui était réservé aussi aux grands comptes. La virtualisation, la consolidation de données a permis de rendre accessibles ces évolutions de la virtualisation. Beaucoup de PME, de petites et moyennes sociétés, ont déjà la virtualisation de l'infrastructure, de la partie serveur. Derrière, le plan de reprise d'activité est facilité. Nous avons des réplications qui se font de B à B. Donc, comme on a consolidé nos données, on les réplique vers une autre baie qui est située n'importe où. Et de l'autre côté, on a peut-être moins de moteurs, de socles de virtualisation. On n'en a peut-être qu'un, mais il est capable de prendre en charge directement les machines qui sont répliquées. Donc ça devient très très simple. Derrière, l'autre projet phare qu'on va trouver, et pour les PME qui ont déjà virtualisé l'infrastructure, c'est la tendance actuelle, ça va être la virtualisation des postes clients. Oui, d'accord. Ça, c'est la nouvelle tendance, c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup depuis un an peut-être. Oui. Bon, il y a eu beaucoup de POC, de proof of concept, comme on dit, des tests dans les entreprises, souvent les grandes entreprises, peut-être les petites, je ne sais pas. Oui. Mais on a l'impression que ça met encore beaucoup de temps à arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tendance? Déjà, ce n'est pas la même chose que la virtualisation de serveurs. C'est autre chose. Exactement. On se sert des mêmes produits, c'est-à-dire que le produit est toujours j'ai l'image du moteur et l'image de carburant, ça devient les serveurs et le SAN. Et dessus, on adapte. On virtualise l'infrastructure, les serveurs, ou on virtualise les postes clients. Donc c'est la même infra. Quand on l'a déjà en place pour la partie serveur, pourquoi pas rajouter les postes clients? Après, comme vous dites, il y a du bruit autour de ça. Tout le monde en parle, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Vous l'avez cité, les projets de virtualisation de postes clients, on est obligé de passer par un POC, un Proof of Concept. Le sizing n'est pas du tout le même que sur l'infrastructure. On est là au niveau utilisateur. L'utilisateur est beaucoup plus sensible à son environnement. Si son environnement change, c'est assez... on n'est pas pour le changement des postes utilisateurs généralement. L'utilisateur n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est plus un problème culturel que technologique? C'est culturel. Et au niveau technologique, on va devoir définir par exemple des profils de machines. Peut-être que le besoin entre un directeur et un utilisateur, l'image de sa machine n'est pas identique. Il n'a pas les mêmes besoins. Donc on est obligé déjà d'établir des profils en fonction des utilisateurs. Donc ça prend du temps. Après, il faut voir derrière comment ça fonctionne. Il faut le tester. C'est pour ça que avec le Dell Services, on met en place des POC où pendant un mois, on vient tester chez le client cette infrastructure, où on a peut-être 10 postes clients légers ou clients lourds. On peut très bien réutiliser son matériel déjà existant, éliminer un coût d'acquisition. Et on teste et on le met en production petit à petit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne raisonne pas en ROI là. On n'est pas sur le produit va coûter moins cher. Par contre, là où on gagne, ça va être sur tout le management, tout ce qui est à gérer du poste client. On facilite grandement la gestion du poste client. Et c'est là où il faut faire attention et ne pas utiliser
l'argumentaire et les bonnes raisons de la virtualisation d'infrastructure sur la virtualisation de poste client. C'est deux choses différentes. On ne pose pas les questions du ROI, parce que c'est quand même une question critique. Dans les entreprises, on se pose toujours la question du coût, oui. Même dans ce type de projet. Donc, ça veut dire que c'est difficile à mesurer? C'est pas difficile à mesurer, c'est simplement que l'infrastructure, la virtualisation d'infrastructure, c'est immédiat. La virtualisation, on voit que on n'achète plus de serveurs, on les virtualise, et c'est tellement énorme le retour sur investissement qu'il y a que c'est immédiatement visible. Sur du poste client, c'est pas la même chose. Votre poste client, il vous en faudra quand même un. Alors ce sera soit un client léger, mais il vous en faut un. Et le coût entre un poste client lourd et un poste client léger, il est effectivement différent, mais il y a quand même un coût. Donc déjà, le ROI n'est pas aussi important qu'on peut avoir sur l'infrastructure. Et après, ce qui est difficile un petit peu à mesurer, c'est le temps passé à administrer tout ça. Il faut savoir que pour une machine achetée 1 euro, si on investit 1 euro dans du matériel, derrière, il y a à peu près 3 euros qui sont consacrés à la maintenance et au service autour de cette machine. Donc c'est le triple. Et c'est là-dessus qu'on fait de l'économie. C'est sur ces 3 euros à côté. D'accord, donc ça c'est difficile à mesurer sans avoir le détail de l'infrastructure, voilà, c'est pour ça du parc de postes clients. On est obligé de passer par un POC. D'accord, et qu'est-ce qui explique que les petites entreprises ont l'air un peu frileuses quand même? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou quelque chose à leur dire pour les convaincre qu'il faut y passer, que ça ne fait pas peur du tout? Sur la virtualisation du poste de travail. Hein. Du poste de travail, ouais. Ce qu'on pourrait dire c'est... Déjà, garder les bonnes pratiques, ça va être, mais testez-le, tout simplement. Vous avez des clients lourds, cette mise en place de virtualisation de postes clients peut se faire sur des anciennes machines. Et moi, je verrais plutôt, le travail, il se fait à ce niveau, c'est-à-dire, déjà, testez-le, mettez-le en place, on peut voir ce que ça donne, et à partir de là, on le met en production. Plus loin, ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez, c'est presque plus facile de virtualiser pour les PME que pour les grands comptes sur la partie poste client. Imaginez-vous quand vous avez 1000 employés qui consomment au poste client 2 gigas de RAM. Ça vous fait déjà 2000 gigas à avoir sur l'infrastructure, sur les serveurs pour prendre en charge effectivement ces utilisateurs. Quand vous êtes sur des sociétés qui sont entre 20 et 500 employés, c'est beaucoup plus facile et les coûts sont presque moins importants. D'accord. Est-ce que ça a une implication, la virtualisation du poste de travail, sur le stockage lui-même? Oui. Voilà. Est-ce qu'il faut choisir des technologies particulières ou une façon de déployer spécifique? Alors, il y a un avantage énorme à la virtualisation des postes clients, c'est ce que j'avais cité, c'est que vous avez des profils d'utilisateurs. C'est-à-dire que vous allez retrouver le même profil pour X utilisateurs dans la société. Et ce profil-là va ne prendre l'espace que d'un OS. Si vous avez 100 utilisateurs qui utilisent Windows 7, vous allez avoir une image de Windows 7 à stocker dans le SAN. Et quand vous la mettez à jour, c'est une image à mettre à jour. D'accord. D'où l'intérêt, effectivement. Après, sur le choix de la technologie au niveau du SAN, ça va être plus les outils qu'il y a à travers les SAN. Ce qui a démocratisé et ce qui a permis de réduire donc le prix d'un SAN, je vous rappelle, on est à 20 000 euros sur une baie de disque maintenant. Mais vous avez tous les outils fournis sur Equalogic. Vous avez la partie snapshot qui vous permet de faire des sauvegardes instantanées des données. Donc sur toute la partie Microsoft en s'appuyant sur VSS et sur toute la partie VMware aussi avec l'Auto Snapshot Manager pour VMware qui est intégré dedans, bientôt sur Oracle aussi. Et vous avez donc une autre fonctionnalité qui est du Scene Provisioning qui pourrait être assimilée à de la virtualisation de stockage aussi qui est intégrée dans cette baie. Et l'ensemble de tous les produits, de toutes les licences est compris dès le départ et est gratuit dans la baie. D'accord. Et ces fonctionnalités-là sont absolument nécessaires dans les projets. Alors, au-delà qu'elles soient incluses, est-ce qu'on a besoin de les utiliser? Pour être clair avec vous, généralement dans le milieu informatique, vous avez beaucoup de choses qui sont fournies, mais vous ne servez pas de tout. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous en avez besoin, en tout cas,
si vous n'en avez pas besoin immédiatement, mais le jour où vous allez avoir ce besoin, il n'y aura pas de surprise de coût avec ces technologies écologiques. C'est intégré. Est-ce qu'on en a besoin? Le scene provisioning, on en parle aussi. Est-ce que dans un projet de virtualisation de postes de travail ou de serveurs, on a besoin de ces technos-là aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie du projet Oui, ça fait partie intégrante dans la mise en place et dans la réflexion d'un projet. Pour faire simple, un scene provisioning, c'est quoi? Vous avez un serveur avec de la volumétrie. D'accord? Ce serveur est donc virtualisé et vous avez un volume, on va faire tout simple, D2 points que vous allez devoir sizer. Vous allez devoir lui mettre une volumétrie. Cette volumétrie, dans X temps, vous ne savez pas combien elle va faire. Donc on ne va pas s'amuser à consommer de l'espace dans le SAN dès maintenant, alors qu'on ne connaît pas l'étendue de ce volume. Donc qu'est-ce qu'on fait? On indique au serveur, en faisant du scene provisioning, on indique que le D2 points va faire 2 Tera. Pour un instant T, il va faire que 100 gigas. On a besoin que 100 gigas, mais on lui indique qu'il va faire 2 Tera. Et ces 2 Tera ne vont pas être pris dans le SAN. Ils sont provisionnés, si vous voulez. Et dans le SAN, nous avons que 100 gigas de prix. Et au fur et à mesure que le volume va se remplir, ce D2 points, et peut-être arriver à 2 Tera, mais on va avoir des remontées d'informations, des alertes qui vont être signalées par la baie en disant « Attention, le volume arrive à sa capacité de 2 Tera ou pas ». L'intérêt de tout ça, c'est que vous partez sur des petites solutions où vous n'êtes pas obligé de sizer déjà à 2 Tera. Vous partez avec le quart, entre guillemets, et vous investissez au fur et à mesure et pas acheter tout d'un coup. D'accord. Et en pratique, les entreprises font ça? Bien sûr. Donc, tous les jours, vous le voyez? Tous les jours. D'accord. Mon travail de tous les jours, c'est justement de répondre à cette problématique, de trouver des solutions, que ce soit sur la partie virtualisation, mais sauvegarde aussi de cette partie virtualisation. Ça va prendre en considération aussi, etc. etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que les technologies qui sont incluses dans EqualLogic et toutes les technologies de virtualisation sont vraiment celles qu'il faut choisir pour mener à bien son projet? Ça fait un peu prétentieux, mais je dirais oui. Ouais, mais je dirais oui. On se pose souvent la question, quelle techno? Il y a beaucoup de choses et c'est vrai qu'il y a certaines baies aujourd'hui qui sortent du lot. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a de l'iSCSI, c'est parce qu'il y a du scene provisioning, est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être d'autres fonctionnalités que ce type de baie correspond vraiment à ces besoins-là? Je dirais que, au-delà de dire est-ce que je vais profiter toujours de toutes ces fonctionnalités, je ne sais pas. Et je me mets à la place de l'utilisateur, il y en a tellement qui va dire mais je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Oui, mais en tout cas, dans ce produit, c'est fourni par défaut, c'est gratuit. Et on a le cas de certains clients qui étaient clients EqualLogic avant que Dell rachète la société et qui ont des anciennes baies. Et ils peuvent profiter de ces fonctionnalités au fur et à mesure du développement. Ce n'est pas parce que vous avez acheté votre baie il y a 3 ans que vous n'avez pas les toutes dernières fonctionnalités. Une simple mise à jour va vous permettre de les avoir. Donc, la tendance du marché, c'est quoi? C'est à créer effectivement des nouvelles fonctionnalités. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans 10 ans comme nouvelle fonctionnalité. J'aimerais bien le savoir. Nous aussi, mais bon. Mais en tout cas, quand elles sortiront, les clients qui ont déjà ce produit en bénéficieront gratuitement par une simple mise à jour. D'accord. Et pour conclure sur les projets de virtualisation, alors est-ce qu'il y a un message particulier à faire passer aux PME pour conclure, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là? Pour résumer tout ça, je vais juste rappeler qu'on a une image de l'investissement pour la virtualisation qui est important, c'est faux. Les technos permettent de réduire cet investissement. Donc on est aux alentours, ce que je vous ai cité au début, d'une enveloppe de 35 000 € pour partir en production, pour profiter des fonctionnalités de haute disponibilité. D'accord ? Donc ça devient complètement accessible. Après, il y a effectivement les options à prendre en compte. C'est que du bien. Il n'y a pas de choses cachées, c'est maîtrisé. On a un accompagnement qui est possible de A à Z, qui va donc au déploiement, donc en commençant par l'audit, mais jusqu'au déploiement de la solution. On le fait nous sous forme de workshop principalement. On vient chez vous, on dépose le matériel et on accompagne le client autour de ça. On ne laisse pas une solution. Le but c'est que les sociétés soient autonomes sur le matériel qu'elles achètent. C'est normal pour moi qu'une société ait la liberté d'utiliser son matériel comme elle le souhaite, et pour ça, il faut l'accompagner, et c'est ce qu'on fait.
Frédéric Tessier, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous êtes intéressé par ce type de contenu sur la virtualisation, sur le plan de reprise d'activité ou le stockage, n'hésitez pas à aller consulter lemondeinformatique.fr. Merci, à bientôt.